Bonjour, je m'appelle Philippe Girard, donc je suis auteur de bande dessinée. Je fais une vingtaine d'années que j'œuvre dans le milieu de la bande dessinée ici, comme dessinateur, mais aussi comme scénariste, notamment pour Lève Tendre, pour le livre Danger public, qui est actuellement en cours d'adaptation au cinéma par le réalisateur Alexis Chartrand. Je présume que le film aurait dû être prêt normalement autour de ces dates-ci, mais bon, à cause de la situation exceptionnelle qu'on vit en ce moment, évidemment, il y a un peu de délai. En tout cas, bref, vous devriez pouvoir voir l'adaptation au grand écran du film Danger public, qui s'appelle Le Danger en face, dans la version cinématographique, je suppose, très bientôt. Aujourd'hui, plus spécialement dans le cadre du festival, je veux vous parler de mon nouvel album, donc qui s'appelle Un jour de plus, qui a été publié chez Nouvelle Adresse, nouvelle maison d'édition. C'est un livre qui est sorti au mois de novembre, donc il n'y a pas très longtemps, et qui, en fait, c'est un livre qui est très important pour moi. C'est un livre dont je suis spécialement fier parce que j'ai caché beaucoup de choses à l'intérieur de ce livre-là. C'est ce que je fais de toute façon presque tout le temps, mais cette fois-ci, disons que j'ai été spécialement, j'ai travaillé spécialement fort sur les éléments qui sont non dits, qui sont non expliqués, qui sont non vus. Puis aujourd'hui, en fait, j'ai l'intention de vous en parler un petit peu. Évidemment, je vous dirai pas tout. J'espère que vous allez avoir le goût de le lire puis que vous trouverez vous-même les autres surprises qui sont cachées à l'intérieur du livre. Mais en tout cas, disons que je vais vous donner des pistes. Aujourd'hui, des pistes d'analyse pour comprendre le livre. Et en passant, il y a Jean-Dominique Leduc qui a publié ce petit livre-là justement juste avant le confinement. Dans lequel il analyse tous les livres que j'ai faits. En fait, il essaie de recouper à travers donc mes livres et les entrevues que j'ai données tous les éléments qu'on pourrait qualifier de pertinents dans mon travail. Je pense que c'est le plus beau travail d'analyse qui a jamais été fait pour recouper, en tout cas, ce qui est caché ou en tout cas et ce qui est visible dans l'ensemble de mes livres. Jean-Dominique a vu plusieurs choses d'ailleurs concernant Un jour de plus dans ce livre-là. Il en parle brièvement, mais donc c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous aider à y voir plus clair. Et pour ceux que ça intéresse, ceux et celles que ça intéresse, à partir de demain, donc la librairie Z, qui est sur la rue Ontario, rouvre ses portes. Et en ce moment, donc, j'expose une dizaine de tableaux et de dessins originaux à la librairie Z. Évidemment, ils étaient exposés aussi pendant toute la période du confinement, mais on n'a pas pu les voir parce que la librairie était fermée. Mais si vous avez envie d'aller faire un tour là-bas, c'est des tableaux que j'ai essayé de mettre en relation avec les dessins qui sont exposés, bien entendu, mais c'est des tableaux que j'ai conçus expressément pour cette exposition-là. Beaucoup autour de ce que je ressens, moi, par rapport à la librairie Z, son logo, l'ambiance qui est là-bas, j'ai envie de dire même le climat du quartier. Et pour les réaliser, ces tableaux-là, je me suis inspiré des lignes directrices qui sont expliquées par Paul-Émile Bordua dans Le Refus global. Donc, je ne veux pas m'étendre là-dessus non plus, là, parce que c'est pas l'objet de cette rencontre-là de parler de peinture ou de faire de l'analyse plastique. Mais en tout cas, c'est un complément intéressant, je pense, à ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Puis si vous comprenez un peu l'essence de ma démarche par rapport à Un jour de plus, vous allez peut-être comprendre aussi pourquoi j'ai eu envie de présenter ces tableaux-là en sachant qu'il y a aussi des éléments cachés dedans. Bon, alors commençons. Donc, Un jour de plus, donc ce livre-là ici, ça raconte l'histoire d'une jeune fille, elle, ici, qui accompagne sa grand-mère, donc le personnage qu'on voit en noir sur la couverture, dans une espèce de road movie à la Thelma et Louise. Ces deux personnages-là en fait, c'est les protagonistes de l'histoire, évidemment, là, mais c'est aussi des personnages qui incarnent d'autres choses. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Toute la genèse de ce livre-là m'est venue parce que il y a quelques années, le Musée de la civilisation à Québec a présenté une exposition sur Tintin. Ça s'appelait Le Monde d'Hergé. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous avez eu la chance extraordinaire de la voir, cette exposition-là. Évidemment, là, elle n'est plus présentée en ce moment, mais on peut encore voir les principales pièces de cette exposition-là au Musée Hergé, à Louvain-la-Neuve.
en Belgique. D'ailleurs, j'y suis retourné l'été dernier avec ma fille. Tintin, pour en parler brièvement, c'est réellement très, très important dans mon parcours d'auteur à moi. Dès que j'ai eu conscience du fait qu'il y avait des livres dans mon environnement, donc quand j'étais très petit, les premiers que j'ai remarqués, ce sont les albums de Tintin que mes parents avaient achetés, qui traînaient dans ma chambre. Évidemment, je les avais pas tous, mais je devais en avoir la moitié, mettons, si on veut, là. Mais ces albums-là, je les ai lus et relus encore. Je les connaissais par cœur, là. Et il y en a un vraiment plus spécialement que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. En soi, c'est pas nécessairement très original de dire ça, mais c'est l'album Tintin au Tibet. Celui que j'ai entre les mains, c'est la copie que j'avais quand j'étais petit. Tintin au Tibet, c'est considéré comme l'album le plus personnel d'Hergé. C'est un album qui est lui aussi dans lequel il y a beaucoup de choses cachées, dans lequel il y a beaucoup d'éléments inconscients ou en tout cas Hergé était à ce moment-là au milieu d'une psychanalyse parce qu'il est en train de se séparer de sa première femme. Il éprouvait beaucoup de culpabilité par rapport à ça et il s'intéressait aussi beaucoup au bouddhisme zen au moment où il a fait ce livre-là. C'est la raison pour laquelle, notamment, il y a beaucoup de blanc sur la couverture. Ça se passe dans un pays asiatique. Si vous l'avez déjà lu aussi, vous savez que Tintin, dans ce livre-là, part à la recherche de son ami Chang, qu'on a vu notamment dans Le Lotus bleu. Ce Chang-là, ce personnage-là, Chang était inspiré de quelqu'un que Hergé a réellement rencontré quand il a fait l'album Le Lotus bleu. C'est un livre fondateur et c'est une rencontre fondatrice dans la vie d'Hergé parce que ce Chang-là en question, Chang Chong-jen, c'est quelqu'un qui lui a appris à connaître la culture chinoise et c'est quelqu'un qui lui a permis de se débarrasser de tous les préjugés ou idées reçues qui traînaient dans la société dans les années 40 là, en Europe au sujet des Chinois. Donc si l'album Le Lotus bleu est si réussi, c'est notamment à cause de ce gars-là, Chang Chong-jen, que Hergé, en tout cas pour lequel il y avait beaucoup, beaucoup de reconnaissance et donc il a beaucoup parlé dans des entrevues. Et il a tellement, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui l'aimait tellement, donc il lui a donné un rôle dans un de ses albums, ce qui est quand même assez notable de la part d'un auteur. Moi, l'album Tintin au Tibet, même si la plupart des gens qui ont besoin de dire quelque chose d'intéressant au sujet de la bande dessinée sans trop s'y connaître disent tout le temps que c'est leur album préféré. Je l'aime parce que c'est réellement l'album de Tintin qui m'a fait le plus voyager. Étrangement, le premier que j'ai lu, c'est Tintin l'île Noire. Puis j'avais pas réalisé que à ce moment-là, j'étais petit, évidemment, j'avais pas réalisé que Tintin il habitait pas dans ce coin-là, que Tintin il était en voyage en Écosse. Ça m'a pris du temps avant de comprendre que parce que la géographie quand on est petit, c'est quelque chose d'assez abstrait là. Ça m'a pris du temps avant de comprendre que Tintin se déplaçait beaucoup, beaucoup, beaucoup entre chez lui à Moulinsart et les différents lieux dans le monde entier où il vivait ses aventures. Mais il me semblait que dans le cas de Tintin au Tibet, c'était manifeste que Tintin était pas chez lui, qu'il était loin de chez lui parce qu'il y avait de la neige, parce que il était accompagné de guides qui traînaient des bagages. Dans l'image, on voit que Tintin est en voyage parce qu'il porte des bagages sur son dos. Et c'est l'élément qui m'a le plus marqué. Et quand plus tard, j'ai lu au sujet de cet album-là et que j'ai compris l'importance qu'il avait, notamment parce que donc Hergé était en psychanalyse et parce que il a exprimé à travers les images et l'histoire de ces livres-là beaucoup, beaucoup d'éléments qui le préoccupaient à ce moment-là. J'ai réalisé que c'était un livre extrêmement personnel. Évidemment, les auteurs sont toujours cachés derrière leurs personnages, derrière les aventures qu'ils racontent à travers leurs personnages. Mais dans le cas d'Hergé, il s'est livré beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce livre-là. Il y a certaines personnes qui ont fait des analyses, des thèses de doctorat sur ce livre-là et qui ont réussi à souligner tout ce qui rend Hergé extrêmement transparent dans ce livre-là. C'est réellement le livre le plus personnel qu'il a fait. Et donc, quand j'étais au Musée de la Civilisation avec mes deux filles pour aller voir l'exposition sur Tintin, on se promenait dans les salles, on se baladait, et ma fille cadette, qui a lu Tintin aussi, parce qu'on en a à la maison, m'a fait remarquer qu'il n'y avait aucun personnage féminin dans l'album Tintin au Tibet. Ce qui est quand même, c'est pas une révélation en soi. On le sait que l'univers de Tintin est pas très féminin, à part la Castafiore, puis des personnages secondaires ici et là. Tintin, c'est un univers masculin, essentiellement. Et il y a même des mauvaises langues qui disent que Tintin est un environnement, en tout cas,
fais pas la part belle aux femmes. En tout cas, je veux pas m'étendre là-dessus, là. Disons que d'être dans la salle d'exposition avec mes enfants et de me faire dire comme ça qu'il y avait pas beaucoup de femmes dans l'univers de Tintin, ça m'a réellement donné un coup. J'ai trouvé que c'est une observation juste et spontanée là, de la part d'un enfant, mais je me suis demandé ce que je pouvais faire pour pas corriger la situation, mais disons qu'est-ce que je pouvais faire pour rendre cet environnement-là plus féminin. En soi, évidemment, c'est impossible parce que je dessinerai jamais un album de Tintin. Mais j'ai réfléchi donc à mes propres livres, à l'exercice de mise en abîme que Hergé avait fait avec sa propre vie dans l'album Tintin au Tibet, et je me suis demandé si ça pouvait pas m'inspirer, moi, l'initiative de faire un peu comme lui. Et donc d'entreprendre un travail de mise en abîme de l'album Tintin au Tibet pour y insérer justement des personnages féminins, même leur donner la vedette, et rendre hommage donc à l'album Tintin au Tibet. Alors pour ce faire, donc, je suis parti avec le livre, je l'ai relu, comme je vous disais tantôt, je vous le remontre pour ceux qui ne l'ont pas lu, et j'ai essayé de décortiquer donc l'essence de ce qui se racontait là-dedans. Donc Tintin au Tibet, c'est l'histoire d'un personnage, Tintin, qui part à la recherche de quelqu'un qui vient de son passé, en l'occurrence Chang, et qui est prêt à affronter de grands périls pour le retrouver. Parce que Chang était dans un avion, l'avion s'est écrasé dans des montagnes. Il est considéré comme mort parce que tous les secours l'ont jamais retrouvé. Mais Tintin, lui, est persuadé que Chang est encore en vie parce qu'il y a eu un rêve à un moment donné. Dans un songe, il l'a vu. Et pour lui, c'est un signe assez puissant pour mettre en branle une expédition et aller chercher son ami. Donc, quand le livre commence, dans l'album Tintin au Tibet, donc, il est dans un restaurant avec le capitaine Haddock. Et on le voit ici, il est en train de rêver et il crie dans son rêve « Chang ». Et bon, toute la salle du restaurant, évidemment, se surprend évidemment, à le voir comme ça, rêver à voix haute. Donc, dans mon livre, mon personnage, moi, qui est le personnage donc d'une grand-mère qui se voit accorder le droit de vivre c'est une personne donc qui est à l'aube de sa vie, là, en fait, qui est sur le point de mourir, au crépuscule de sa vie, et qui se voit accorder 24 heures de plus pour accomplir quelque chose, comme si la mort, donc, s'était trompée et lui avait donné la possibilité de corriger certaines choses pendant 24 heures. Et donc, dans mon livre, mon personnage, ici, évidemment, c'est petit, je m'excuse pour la qualité de l'image, dit Jeanne. Donc, Jeanne, comme Chang dans l'album de Tintin au Tibet, d'ailleurs, les sonorités se ressemblent, c'est cette personne qui lui est apparue dans un rêve et pour laquelle elle est prête à entreprendre une grande expédition. Donc, en l'occurrence, exploiter le sursis de vie qu'elle a reçu pour... bon, on ne sait pas quoi encore, là, mais bref, elle y croit suffisamment pour décider d'affronter les périls de l'existence en sachant que la mort est au bout de la route. Ça, c'est le premier parallèle entre les deux albums. Le deuxième parallèle, évidemment, il est plus technique. Il y a un paquet de personnages dans l'album Tintin au Tibet, comme son guide Tarquet, comme le lieu où il se déplace, donc le museau du Yak, que j'ai aussi écrit dans mon livre, mais pas en donnant des noms aux personnages, ni en essayant de leur donner des traits qui ressemblent à ceux des personnages de Tintin, parce que de toute façon, c'est interdit. Rendre hommage à Tintin, c'est très compliqué d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit, mais la société qui gère les droits autour de Tintin ne veut pas qu'on pastiche les albums de Tintin ou qu'on rende hommage. Tout ce qui entoure l'œuvre d'Hergé est protégé et bon, c'est ça. D'ailleurs, ils ont parfaitement le droit de le faire. Donc, c'est compliqué de rendre hommage à Tintin. Et c'est très délicat. Mais bref, pour vous donner une idée, voyez-vous ici, mes personnages mangent dans une espèce de casse-croûte. On le voit dans la page qui est juste ici, là. Et le nom du casse-croûte, c'est Migou. Le Migou, donc, c'est le Yéti. Et c'est un personnage aussi qui est important dans Tintin au Tibet. C'est un personnage secondaire, mais qui a un rôle extrêmement important dans le livre. Et si vous êtes attentif, vous voyez que le camion qui est juste à côté du restaurant est identifié avec des lettres, j'ai envie de dire,
lettres bon, comme si c'était le nom de la compagnie, mais en tout cas, ces lettres-là, ce sont celles qui identifient l'avion dans lequel Chang s'écrase dans l'album Tintin au Tibet. On les voit d'ailleurs assez bien dans le livre. Je vais vous le montrer pour vous aider à y voir plus clair. Donc, voyez-vous ici, dans l'album Tintin au Tibet, l'avion s'est écrasé et sur la carlingue de l'avion, il y a des lettres. Ce sont les mêmes qui sont sur le véhicule que mes personnages empruntent, donc parce qu'ils partent de Québec pour se rendre dans le bas du fleuve à la recherche de cette fameuse Jeanne qu'on n'a pas vraiment identifiée. Enfin, on apprend à la connaître et elle se découvre au fur et à mesure que l'histoire avance. Mais bon, c'est ça. Donc, je vous en dis pas plus à ce niveau-là parce que je veux pas tout révéler. Mais l'album, donc, Un jour de plus, c'est un album qui rend hommage à Tintin au Tibet, qui s'inspire de beaucoup en fait, je pense de l'esprit ou en tout cas de la démarche que Hergé a voulu mettre en branle pour raconter son histoire. Et les clins d'œil ou en tout cas les références indirectes que je fais à l'album, parce qu'évidemment, il y en a encore beaucoup plus que ça, là, il y en a des tonnes même. Là. Mais tous ces clins d'œil-là sont une façon de rappeler aux lecteurs, du moins à ceux et celles qui auront lu l'album Tintin au Tibet, que entre la démarche d'un auteur qui a écrit et dessiné un livre il y a des dizaines et des dizaines d'années et celle d'un jeune lecteur qui a grandi, qui a mûri avec cette œuvre-là, ben il y a nécessairement des fruits qui vont en découdre, qui vont en ressortir et c'est ça. C'était ma façon à moi de rendre hommage à Hergé. Je vous donne un dernier indice qui est un peu plus indirect, celui-là, mais la dernière page du livre, donc, si on voit qu'il y a un arbre avec des oranges. Si vous êtes intéressé à l'univers de Tintin, vous savez qu'il y a un album qui s'appelle Tintin et les oranges bleues. Bleu, c'est la couleur complémentaire de orange. Donc, c'est encore une fois un clin d'œil que j'ai voulu faire à l'univers de Tintin. Donc voilà, c'est en gros, encore une fois, il reste beaucoup plus de parallèles à établir que ça entre mon livre et celui d'Hergé, mais ce sont des indices qui vont vous donner une assez bonne idée de de la démarche en tout cas qui m'a animé quand j'ai voulu faire ce livre-là. Pour boucler la boucle, encore une fois aussi, depuis mon livre Les Ravins, là, qui a été publié il y a une dizaine d'années, tout le thème de la mort, c'est un thème qui occupe beaucoup mon esprit, puis, parce que j'ai un de mes amis qui est mort à ce moment-là, puis j'avais l'impression que à partir du moment où j'évoquerais sa mort dans un livre, après ça, j'en serais comme soulagé, puis je pourrais passer à d'autres choses, mais c'est pas ce qui est arrivé. C'est un sujet qui m'a poursuivi, qui me poursuit encore. Ça fait plus de 10 ans là, que je découvre moi-même qu'à chaque fois que j'ai une histoire à raconter, il est question de la mort. Ce livre-là aussi, évidemment, traite de la mort parce que le personnage principal, la grand-mère, va mourir et elle sait qu'elle n'a qu'un court sursis avant de mourir. Mais je me suis demandé si, en essayant de parler de la mort comme je l'ai fait là, donc en m'inspirant de la méthode d'Hergé, si finalement j'arriverais pas, moi aussi, à me soulager de quelque chose, et si j'arriverais pas enfin à passer à autre chose, ou en tout cas à ouvrir une porte là, dans mon imaginaire qui me permettrait peut-être de sentir que j'ai poussé ça par-dessus mon épaule et que je suis passé à autre chose, ou en tout cas que j'arrive tranquillement à me libérer de cette présence-là qui est extrêmement prenante. Donc, on verra ce que l'œuvre du temps, mais j'ai l'impression que ça a fonctionné. J'ai l'impression que Hergé lui-même, quand il suivait sa psychanalyse au moment où il faisait Tintin au Tibet, il avait besoin de se débarrasser de la culpabilité qu'il éprouvait vis-à-vis de sa séparation avec sa première femme. Et c'est une démarche qui a donné des fruits, qui a fonctionné. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi aussi j'avais envie de l'essayer pour mon propre travail, pour vérifier donc si, comme Hergé, j'arriverais moi aussi en essayant d'être un peu plus transparent dans mon travail, si j'arriverais pas moi aussi à ouvrir une brèche dans la présence de la mort qui plane comme ça sur tous mes livres depuis 10, même 15 ans. Donc, je vais aller voir si votre collègue m'a laissé des questions. Alors, il y a Clara qui me demande est-ce que dans le livre qui analyse votre œuvre, il y a des éléments que vous ne pensiez pas avoir mis?
Alors, je vais répondre à Clara en disant oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, Jean-Dominique Leduc a fait preuve d'énormément de clairvoyance en analysant mes livres. Il a vu des choses que moi-même, je pensais pas avoir dévoilées, avoir révélées. Et surtout, il a réussi à recouper énormément d'informations entre des mots, en tout cas, entre des idées que j'ai lancées dans des entrevues et des trucs qui sont apparus plus tard dans mes livres. Il voit aussi des choses, il arrive à établir des ponts entre différents sujets que j'ai exploités dans des livres ou dans des histoires courtes, souvent à plusieurs années d'intervalle. C'est étonnant. Moi-même, je pensais pas avoir été si transparent dans mes livres. Il y a ensuite Serge qui demande, arrivez-vous à créer dans la présente situation? Oui, j'arrive à créer dans la présente situation. Le confinement, pour un auteur de bande dessinée, c'est pas une grande révolution. Travailler chez nous, dans nos affaires, pas sortir beaucoup, c'est pas mal ça le travail d'un auteur. Ce que je trouve difficile, par contre, ben, c'est ça, là, c'est d'être privé du contact avec les lecteurs et les lectrices, là, comme le précédent, le festival présentement. Moi, personnellement, je retire beaucoup d'énergie, puis je rentre chez moi avec énormément d'énergie puis de confiance, puis je me sens rassuré par rapport à ma démarche quand je rencontre les gens. Ça me manque énormément de pas le faire en ce moment. C'est très difficile. Mais je suis plutôt optimiste par rapport dans le sens que j'ai pas l'impression que ça va durer éternellement. Et puis bon, j'ai l'habitude, c'est ça, d'être un peu enfermé dans ma bulle pour travailler. C'est pas quelque chose qui m'est étranger. En fait, je me sens, je pense que sous certains points, c'est comme si ma vie continue. Bref, mais bon, je m'ennuie de voir des gens. Je vois aussi un autre message. Est-ce que ça a été difficile de scénariser Tuer Velasquez? Je me rappelle avoir vécu beaucoup d'émotions en le lisant. Bon, merci, c'est très gentil. Oui, ça a été difficile de scénariser Tuer Velasquez. C'est un scénario que j'ai traîné longtemps. J'arrivais pas à trouver la bonne façon de le mettre en image. Dans mes premières tentatives, il y avait beaucoup pas de rancœur, mais en tout cas, comment dire, c'était un peu amer comme scénario. Je me sentais porté par la mauvaise énergie. Puis, à un moment donné, à force de laisser tomber des versions, puis de recommencer, puis d'essayer autre chose, j'ai fini par comprendre que pour raconter une histoire comme celle-là, il fallait que ça soit avec le plus de sérénité possible, en essayant d'être aussi dépourvu de rancœur ou en tout cas d'esprit de vengeance que possible. Parce que vous comprenez que travailler, mettons, 1 an ou 2 sur un livre dans lequel on va mariner presque à tous les jours, si on est appuyé sur la rancœur puis une mauvaise énergie, c'est effrayant les dommages que ça fait au quotidien. Là, on est toujours de mauvaise humeur, on est déprimé, on broie du noir, on a de l'amertume. C'est pas la bonne technique. Donc, c'est ça. J'ai eu quelques tentatives, là, c'est ça qui était mal aligné. Mais à partir du moment où j'ai été capable de démarrer les choses, c'est ça, avec un peu plus de sérénité, ça m'a permis de me rendre jusqu'au bout. D'ailleurs, en parlant de Tuer Velasquez, la version anglaise qui est publiée chez Conundrum Press compte une 20aine de pages de plus. Si jamais vous avez la chance de mettre la main dessus, Andy Brown a fait un super boulot avec ce livre-là. Puis bon, en tout cas, c'est ça, je pense qu'il y a plus à voir dans la version anglaise. Donc, je vous remonte juste avant de partir le livre de Jean-Dominique Leduc, qui s'appelle donc Métamorphose. C'est un livre qui est uniquement disponible à la librairie Z sur la rue Ontario, qui rouvre ses portes demain, et où vous pouvez voir aussi donc l'exposition de peinture dont j'ai parlé au début de mon entretien. Normalement, l'exposition aurait dû se terminer ces jours-ci, mais d'après ce que je comprends, elle va rester accrochée encore pendant un certain temps puisqu'on n'a pas eu l'occasion de la voir. Je sais pas, peut-être que Jean-Dominique m'invitera même à revenir faire un tour pour faire un deuxième vernissage. Si jamais c'est le cas, évidemment, ça va me faire plaisir d'y aller. J'adore Montréal et ça me manque de pas être à Montréal en ce moment. Donc voilà pour moi. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous allez avoir le goût de lire Un jour de plus. Donc, nouveau livre qui vient de paraître chez Nouvelle Adresse, nouvel éditeur aussi. Et que, c'est ça. J'espère que vous y trouverez votre compte et que ça vous plaira. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon festival virtuel.